Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet nouvel épisode de Technobel, l'émission, un moment de partage, de découverte de tout l'univers de Technobel et de bien plus encore. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois du numérique en classe avec deux invités d'exception. C'est parti! On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre salon Annelise et Laurent, tous deux enseignants. Bonjour, comment allez-vous? Moi, je suis super enthousiaste et je suis content d'être avec Annelise. Ça va être un chouette moment de partage et d'échange, je crois. Oui, moi aussi. Vous êtes bien installés dans notre petit salon, un peu cosy. Parfait. Il fait un peu chaud ici, mais ça va aller mieux au cours de l'émission. Alors, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, je vous propose d'apprendre à nous connaître avec désormais le célèbre objet que vous avez amené. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? On va peut-être commencer avec toi, Annelise. Alors, moi, j'ai apporté un jeu de société parce que, bon, faut pas vraiment regarder l'illustration parce que je suis quand même un petit peu plus joyeuse que la petite fille sur l'image. Mais j'ai apporté ça parce que je trouve que ça me représente bien, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. J'adore les soirées jeux avec la famille, les amis et tout ça. Et ce jeu-ci, c'est un escape game. C'est vraiment le type de jeu et d'activité que j'aime faire quand j'ai du temps libre. Et sa petite particularité, c'est qu'il utilise la réalité augmentée. Et donc, je m'étais dit que c'était dans le thème. C'est certain que ça parle à Laurent. On aura aussi l'occasion d'en parler plus tard, à mon avis, dans l'émission. Il faudra que tu m'expliques ce que c'est la réalité augmentée, ça m'intéresse, là. Écoute, avec plaisir. C'est la deuxième personne qui nous apporte un jeu de société, et je trouve que c'est bien souvent ça reflète l'envie d'apprendre les choses autrement aussi, et on va en parler dans cette émission, d'amener tous ces mécanismes un peu ludiques dans la classe. J'imagine que c'est une passion aussi qui vient de là. Voilà. C'est ça. Voilà. Merci pour cet objet. Laurent, toi, tu as apporté? En fait, j'en ai apporté deux parce que je suis un peu indécis, mais les deux sont liés, vous allez voir. Alors, en fait, moi, le premier que j'ai apporté, c'est un livre. C'est moi, Malaria, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, parce que c'est un livre que je suis en train de lire actuellement avec mes élèves en classe, parce que c'est vrai qu'on me connaît pour mes activités numériques au sein de ma classe, les formations que je donne au point de vue numérique, mais il y a aussi quelque chose qui est fortement important pour moi, au-delà du numérique, c'est tout l'aspect humain, lutter contre les discriminations, à pouvoir promouvoir les droits universels, en fait, qui doivent être, à mon avis, au-dessus de tout. Et mon cours de sciences sociales vraiment me permet finalement d'intégrer une dimension numérique, mais également parler de sujets sociétaux qui sont tout aussi importants. Et j'aurai peut-être l'occasion de t'expliquer comment est-ce que, à la lecture d'un livre, de manière collective, on arrive aussi à intégrer le numérique finalement à un support qui peut être considéré comme traditionnel, mais quand même tout aussi important. Voilà, donc ça décrit aussi un petit peu ma valeur. Et figure-toi que j'avais apporté un petit cadeau. J'avais apporté en fait 2 pins de Amnesty International. Je n'en ai qu'un en main. C'est parce que ça reflète aussi la deuxième partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un de maladroit. Et figure-toi que j'ai perdu l'autre pins quand je suis sorti de ma voiture qui est tombé dans l'égout. Et c'est pour ça que je disais qu'il y allait avoir en fait un frustré. Je tenais en fait à offrir un pins à chacun d'entre vous. Honneur en fait aux dames. Tu as un pins ici qui dit qu'il faut valoriser en fait les différences en être fier et lutter contre les discriminations et les stéréotypes. Ouais, c'est un cadeau pour toi. Merci. Ouais, je suis désolé. Tu auras certainement l'occasion de m'en donner un prochainement dans un salon bien connu de la région liégeoise. Ça va. Je vais rebondir quand même un peu sur le livre. Effectivement, en préparant un peu l'émission, j'ai repéré que tu avais fait un petit travail qui impliquait du numérique sur une option plutôt sociale avec des élèves de secondaire. On aura évidemment l'occasion d'en parler parce que c'est un projet que j'ai trouvé aussi très, très, très intéressant. Merci. Ben voilà. Maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, qu'on a partagé un peu des valeurs qui nous portent, ou en tout cas des passions qui nous animent, on va rentrer dans le vif du sujet et avec une première question. Quand je vous dis le numérique en classe, de manière générale, qu'est-ce que ça vous raconte? À quoi vous pensez? Annelise?
Numérique en classe, ben, chez moi, 2 aspects. Surtout le numérique pour aider les enfants qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, ou les enfants qui sont un petit peu moins scolaires. C'est quand même une porte d'entrée pour leur faire travailler différentes matières scolaires tout en étant plus ludique. Et puis le numérique en classe, ben, c'est aussi l'apprentissage du numérique comme objet d'apprentissage, donc tout ce qui est programmation, robotique, codage informatique et tout ça. C'est vrai que ce sont le numérique comme outil, comme support, mais aussi comme matière, entre C'est guillemets, ça. comme matière. Bon, c'est souvent le discours qu'on entend et ils sont tous les deux évidemment importants puisque ils offrent des possibilités pour les étudiants à développer leurs compétences et leurs connaissances, mais aussi leur maîtrise de l'outil. Et toi, Laurent, pour répondre un peu à la question, donc le numérique au sens large, hein, pas uniquement sur les projets que tu as menés en classe, qu'est-ce que ça t'évoque quoi? Moi, ça m'évoque 2 mots, la collaboration et la créativité. Très honnêtement, à chaque fois que je fais des ateliers en classe ou bien des activités, je sais pas toi aussi, mais à chaque fois que je peux permettre à des élèves de collaborer, d'échanger, de pas être tout seul dans leur coin, ben je me dis qu'on arrive à faire quelque chose de beau parce qu'ils auront besoin d'échanger, de collaborer plus tard, même quand ils n'utiliseront pas le numérique. Donc ça permet de développer certaines compétences encore un peu sociales. On remet encore un petit peu l'humain au centre de tout. Et également, quand on crée quelque chose qui n'existe pas à la base, ben moi je me dis qu'on a fait déjà un truc de fou parce que c'est le résultat de ce que les élèves avaient dans la tête, de ce qu'on a travaillé. Et pour moi, c'est les plus belles activités qu'on puisse faire. Rien que le fait d'en parler, voilà, moi ici je suis content et ça me satisfait aussi. Ça me rend heureux de pouvoir faire ça. Je sais pas si toi ça te rend aussi heureuse que moi, mais moi ça me booste. Oui, si. Parce qu'il y a des enfants qui se révèlent à travers ce genre d'activité. Et c'est vrai que tu dis, ça développe la collaboration, l'entraide. Et je trouve que quand on utilise le numérique, la collaboration est plus naturelle que dans d'autres activités un petit peu plus scolaires où on les oblige un petit peu à essayer de travailler ensemble. Et avec les activités numériques et les projets numériques, ils le font plus spontanément. On ne doit pas être derrière pour les pousser en disant, ben, va chercher l'information près d'un copain ou essaye de voir comment lui a fait. Ils le font naturellement et c'est ça qui est gai aussi. Ça anticipe un peu une question que je voulais vous poser, justement, quand on amène ces outils, comment réagissent les étudiants, les élèves avec ces nouveaux outils d'apprentissage? Est-ce qu'ils sont déstabilisés? Est-ce que avec Technobel, par exemple, quand on amène des Lego en classe, souvent il y a un moment d'excitation. Est-ce que c'est pareil avec les outils que vous utilisez, des tablettes, des casques VR? Je sais bien que tu utilises beaucoup, ou un escape game. J'ai vu la dernière actualité de ta page Facebook, on en parlera aussi. Quand on amène ces outils en classe, comment est-ce que les élèves réagissent? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils se demandent quoi? Peut-être répondre d'abord ou tu... Bah, chez nous, ils ne sont pas surpris dans le sens où c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis qu'ils entrent à l'école, puisqu'on a déjà des outils, même pour les tout petits, accueil première maternelle. Donc voilà, on doit juste vraiment retravailler le fait d'utiliser les outils pour travailler, parce qu'à la maison, ils les utilisent quand même beaucoup pour leur loisir, l'aspect un petit peu plus ludique. Donc on leur montre une autre facette, mais sinon, ça se passe bien. Évidemment, quand on leur ramène les boîtes de Lego Bidou, les bagues de Lego Spike, ben, il y a un petit moment d'excitation qu'il faut parfois un peu canaliser, mais oui, globalement, c'est positif. Ça se passe bien. Moi, à l'inverse, en fait, d'Anneli, ce qui se passe, c'est que dans mes classes, je n'ai que les 3e secondaires. Et donc, dans tous les cas, c'est de la nouveauté. C'est la nouveauté du local, c'est la nouveauté du prof, c'est la nouveauté du cours. Et les outils numériques, moi, à l'échelle de mon école, je vais avoir l'honnêteté de dire qu'il y a un gros travail qui est fait. Il y a plein d'enseignants qui se bougent ici pour pouvoir essayer de développer ça aussi dans leurs cours. Mais le fait est que vraiment une utilisation quasi quotidienne des tablettes, c'est vrai qu'il y a que dans mon cours actuellement qu'on le fait. Mais j'ai bon espoir que ça va se prolonger. Et donc, ça veut dire qu'il faut être, moi, le plus efficace possible quand ils arrivent, parce qu'ils sont « Ah, on va utiliser des tablettes, c'est vrai, on va utiliser des casques verts !» Et donc, ça veut dire qu'il y a ce facteur d'excitation, en fait, qui peut vite prendre le pas sur le pédagogique. Et donc, le rôle, c'est vraiment directement d'expliquer en quoi est-ce que ça va pouvoir être utile pour le cours, quelles sont les manipulations qu'on va devoir faire. Et c'est à chaque fois ici rationaliser, je vais dire, toutes les utilisations et être sûr et certain que mes objectifs, en fait, vont être atteints avec ce matériel. Et donc, cet effet waouh, faut essayer de le surpasser pour directement être efficace. Donc, moi, j'avoue que c'est un gros sprint et qu'à la fin de l'année, on est triste parce qu'on se dit, on aurait bien encore un peu prolongé avec le matos. Voilà. Il y a de l'enthousiasme, alors si je comprends bien dans la classe, quand on déploie ces outils
numérique ou en tout cas un peu plus ludique si en est. Mais je voudrais aller un peu plus loin justement en préparant l'émission et en te connaissant un peu. Je sais bien que tu es grand fan de tout ce qui est casque de réalité augmentée, réalité virtuelle, et c'est justement le projet qu'on sous-entendait tout à l'heure quand tu parlais de ton livre, du livre que tu présentais. Tu as développé un projet avec des troisièmes secondaires d'options sociales, je pense. C'est ça, les troisièmes sciences sociales. Qui impliquait donc les casques, aussi des vidéos 360. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc en fait l'année passée c'était une demande de leur part. Ils avaient vraiment à cœur de faire un truc sur le harcèlement scolaire. Moi je trouvais que c'était une super démarche. Donc je dis ok, faisons un truc sur le harcèlement scolaire. Je leur ai proposé plusieurs alternatives. Et entre autres je leur ai dit écoutez, moi j'ai une caméra 360 degrés. Si vous voulez faire ça, on y va quoi. Et je leur ai montré différents exemples et ils ont dit ça va, ok, on va vous faire confiance, on le fait. On a fait une recherche pour synthétiser la dynamique du harcèlement. Donc d'abord ça se base vraiment sur un dossier de recherche pour identifier les rôles, les manières dont ça se passait. Et puis après on a vraiment été dans la créativité pure. On a fait des ateliers d'écriture où on était déconnectés encore, où ils ont pu mettre à plat certaines situations qu'ils avaient en tête. Après on a dû partager tout ça. Il y a eu un petit peu de numérique parce qu'on a utilisé des documents collaboratifs pour mettre en forme tout ça, parce qu'il faut pas oublier qu'on était toujours à moitié à distance, ce qui a un peu compliqué les choses. Et quand on s'est retrouvés, on a fait une histoire suivie avec tout ça. Et on a répété, et quand on a eu répété, on a enfin sorti la caméra et on a tourné la vidéo. Et là maintenant, l'aboutissement cette année, c'est que les élèves de 6e, de 5e vont sensibiliser les premières élèves de première secondaire avec 10 casques que mon école a investis, avec ces mêmes vidéos pour les immerger à la place d'une personne harcelée, à la place d'un témoin. Donc ça, c'est le gros point chaud. Et d'ailleurs, on commence demain. J'espère que ça va aller. Voilà, bonne chance. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette info, cette deadline, mais on croise les doigts pour toi. Merci. La vidéo est disponible sur YouTube. J'ai un petit coup d'œil. Ouais. Alors, j'imagine que l'immersion est beaucoup plus importante avec un casque, mais déjà rien que sur YouTube, on peut déjà bien se rendre compte un peu de l'histoire et du travail aussi pour des élèves d'options sciences sociales, de travailler sur cette thématique qui doit être qui doit les intéresser, je pense. Et on a vraiment envie ici de pouvoir ici transmettre aussi encore un facteur humain. Je sais pas que je reviens à chaque fois à ça. Mais là, la technologie, pour moi, elle peut vraiment nous servir ici à stimuler l'empathie. Parce que si on regarde ça sur une vidéo, en fait, qui peut être statique, on se dit, ok, mais que peut ressentir l'autre personne? Là, j'ai vraiment espoir. Je suis pas chercheur, donc j'ai pas ici la vérité vraie à ce niveau-là. Et encore, c'est quoi la vérité? Mais j'ai vraiment envie qu'ils ressentent des émotions et qu'ils se disent, waouh, ça me fait ça, pour que après, finalement, on puisse améliorer tout ça. Et dernier petit lien, je reviens encore au livre, mais on est en train de le lire, on récolte les informations, mais le but, c'est comme c'est un projet d'une année scolaire, en fin d'année, j'ai bien envie de créer un musée virtuel avec les élèves de sciences sociales pour qu'on visite, en fait, ce qu'est pour eux l'histoire de Malala. Donc, ça, j'espère qu'on arrivera à le faire. On se redit quoi, fin d'année. Beau projet. Donc, voilà. Toi, Anise, tu as des élèves plus jeunes, en primaire. On comprend Laurent et tout l'univers Technobel, les makers Rubidu et tout ce qu'on peut déployer. On aime un peu la bricole. Parfois, ce sont des outils très ludiques comme les Lego, Arduino, tout ce genre de choses. Ils peuvent parfois être un peu complexes à mettre en place dans des âges de sections plus jeunes. Si tu avais un top 3 à donner d'outils numériques à mener avec les jeunes. Chez les petits. Chez les petits, oui. Dans ma classe, j'ai une mallette d'iPad. Et je trouve que c'est l'outil le plus efficace parce qu'il est le plus intuitif pour les petits. Je prendrais quand même la boîte Lego parce qu'il y a un côté ludique. Déjà, les Lego... tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et puis tout le monde connaît, tout le monde joue, tout le monde en a à la maison. Et ça permet de développer la créativité et de faire plein d'autres choses... avec, donc je mettrais ça aussi. Et la troisième, attends, pause. Peut-être la tablette, j'imagine que ça te parle beaucoup aussi, tu l'utilises. Ouais, parce que quotidiennement, moi je veux aussi les rassurer, je pense que la troisième chose aussi, c'est la personne que tu as, en fait, qui vient améliorer, en fait, tout le matos que tu as. Donc, ouais, parce que un prof, finalement, ici, qui arrive en balançant, il n'y a pas disant, ah, vas-y, utilise la tablette. Avec l'accent liégeois, comme ça. Je m'imite ici de mon côté. Est-ce que ça va être une bonne utilisation? Est-ce que ces outils vont être aussi beaux, aussi chouettes? Je pense pas. Donc, moi, je le mettrais là. Oui. Parce que finalement, la tablette, c'est comme si on leur donnait un boulier ou des jetons ou je parle matériel petit, hein. Ouais.
c'est vraiment un outil qui va leur permettre de travailler des compétences, mais d'une manière différente. Donc, comme tu dis, si l'enseignant n'est pas là à gérer un petit peu et à structurer les apprentissages, ben, finalement, ça ne servira pas à voilà, grand-chose. on le dit souvent, hein, quand on amène des outils comme ceux-là, ben, ça ouvre un petit peu l'enfant et c'est à l'enseignant de profiter de ce moment de curiosité qui est ouvert pour y adosser ben, les compétences ou les matières qu'on veut enseigner. Je ne suis pas enseignant, mais j'imagine que c'est un petit peu c'est vraiment ça. l'hameçonnage par un Mhm. outil un peu différent, ou en tout cas auquel on ne s'attend pas à avoir en classe, et puis dispenser le cours de manière originale, quoi. Et après, il y a que c'est notre créativité qui va être la limite, et aussi savoir en fonction du temps, de la structure. Mais vous me parlez de Lego, c'est un truc qui me vient, ça vient de me faire tilt quand vous êtes en train de discuter. C'est vrai que j'utilise pas de Lego en classe parce que mon cours de social s'y prête peut-être un peu moins. Mais je peux très bien imaginer à un moment ainsi faire une petite capsule vidéo en stop motion avec des Lego, et puis traiter le sujet des discriminations en mettant un Lego qui a peut-être une autre couleur de peau. Et puis après, essayer de montrer ici ce que c'est rejouer à la discrimination. Donc, ouais, je pense que quand on a des chouettes idées, comme ça, c'est plus facile aussi de les mettre en œuvre quand on a les outils appropriés. Et les iPads, moi, je te rejoins. Moi, ça a changé aussi la manière que j'ai eu de fonctionner en classe. Ça, c'est clair. Ouais. Les iPads, en termes pédagogiques, ça apporte quoi de plus Tu veux Oui. peut-être donner la réponse? Bah, chez moi, chez les petits, comme c'est un outil qui est quand même super intuitif, travaille beaucoup en autonomie, un peu classe flexible. Et donc, le fait que j'ai une classe cycle, donc avec des premières et des deuxièmes, ça veut dire que je ne sais pas m'occuper de tout le monde en même temps. Donc, il faut qu'un groupe soit autonome pendant que je m'occupe, pendant que je suis en apprentissage avec l'autre. Et donc, comme ils sont de manière autonome, je n'ai pas directement un regard sur ce qu'ils font. Et donc, en créant des petits dossiers avec Page ou avec Keynote ou peu importe, ils sont capables de faire des photos de leurs réalisations qu'ils ont faites de manière autonome, et moi de faire des feedbacks après directement dans leur dossier, qu'ils retravailleront le lendemain ou le surlendemain ou peu importe. Donc ça, c'est l'aspect vraiment génial pour les petits. Est-ce que le fait d'amener tablette ou autre en classe a eu un impact sur l'organisation physique de la classe? Mais ici, Ah oui. Ici, c'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a plusieurs années dans le même groupe, et donc j'imagine que on est obligé de repenser l'espace pour déjà stocker le matériel et puis le rendre disponible, qu'il ne soit pas occupé à faire la file derrière moi en disant j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ils doivent pouvoir avoir accès à tout. Et donc oui, on est obligé de repenser la classe, et puis une classe traditionnelle avec des bancs en randonnion où chacun a sa place définitive. Ils doivent pouvoir bouger, voyager, avoir différentes zones, différents espaces en fonction de ce qu'ils sont censés faire. T'es assez d'accord avec ça? Totalement, parce qu'en fait, moi, tu vois, j'ai pris un peu le même chemin. D'abord, j'ai eu les tablettes, et puis après, je me dis, mais il manque quelque chose. Et j'arrêtais pas de foutre le casin, entre guillemets, dans ma classe, à tout défaire. Et je me retrouvais, en fait, à devoir ranger ma classe pour la remettre pour le professeur peut-être du jour suivant, qui est arrivé, qui, lui, avait envie d'avoir cet espace comme ça. Je me suis dit, à un moment, on va aller jusqu'au bout des choses. Et moi, maintenant, depuis cette année, j'ai une classe qui est flexible, qu'on peut aménager différemment, avec des fauteuils, des poufs, des chaises qui roulent. Et ça, moi, ça va de pair. L'utilisation des tablettes doit aller avec une liberté, en tout cas de mouvement, d'action, qui puisse ici les mettre en autonomie, où ils puissent être actifs. Et ça valorise d'autant plus le matériel, en fait, repenser l'espace, parce que sinon, on va essayer d'avoir affaire, comme tu l'as dit, à des contraintes de temps. Si je dois passer mon temps à chaque fois à essayer de distribuer chaque tablette, ça fait déjà 5 minutes. En plus, moi, c'est par tranche de 50 minutes. Donc, il est obligé d'être efficace. Ouais, c'est ça. Mais l'espace valorise les tablettes, et les tablettes apportent aussi un côté supplémentaire à l'espace. Oui, et tout ça dépend de la pédagogie aussi. Il y a beaucoup de classes qui se disent flexibles, mais qui ont une pédagogie traditionnelle. Et le fait comme tu dis, d'avoir des choses et se donner les moyens de mettre en place ce qu'on veut mettre en place. En fonction de notre pédagogie, de comment on a envie de le renseigner, de l'ambiance qu'on veut avoir en classe, des attitudes qu'on attend de nos enfants aussi, qu'ils soient, comme tu dis, acteurs et pas simplement passifs, et être assis à leur banc 50 minutes.
Et autour de la communauté d'enseignants, de l'équipe pédagogique qui vous entoure, est-ce que vous faites figure d'extraterrestre ou est-ce que dans les établissements, d'autres de vos Chez moi, collègues... ça va encore. Enfin, on est une toute petite école, hein, donc on n'a que 4 classes. Donc, mais on est toutes les quatre comme ça, quoi, avec des classes un petit peu particulières parce que c'est notre manière de voir l'école. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des collègues qui ont plus ou moins la même vision que moi. Donc voilà, je suis pas encore trop extraterrestre là où je travaille. Moi, j'essaie de diminuer en fait ce sentiment parce que s'ils se disent que je suis un extraterrestre, à partir d'un moment, ils vont se dire que ce que je fais en fait ne va pas être possible en fait dans leur classe et que c'est juste en fait accessible à certains privilégiés ou que eux ne pourront, ce sera impossible qu'en termes de compétences ils y arrivent. Donc moi, ce que je fais très souvent en fait, c'est je laisse ma porte ouverte, c'est la première chose. Qui veut rentrer rentre, parce que maintenant en plus comme il y a les fauteuils, c'est encore plus simple. Prends-toi le pouf, assieds-toi, tu veux une tasse de café. Enfin, on se met ici dans une ambiance à l'aise et j'hésite pas à partager tout ce que je fais. Et je pense que toi aussi en fait, la base de ta page c'était pour ça, et moi aussi avec la mienne c'était pour ça. C'est j'avais envie à un moment de montrer que c'est possible de faire différemment et qu'on peut y arriver et que c'est pas plus compliqué, c'est un peu plus de travail par moment, mais que on a envie de donner aux autres également cette envie. Donc, s'ils pensent que je suis un extraterrestre, non, je suis bien humain, on est bien humain, on a 2 bras, 2 jambes, mais c'est vrai que ça peut parfois paraître comme quelque chose d'innovant. Ça, par contre, je trouve que c'est chouette. Si, bouscule un peu les habitudes. Ouais, voilà. Ouais. Bien, je vous remercie. Avant de poser la question surprise, je tenais à vous remettre aussi un petit cadeau, une petite lecture. Vous avez peut-être connu la première édition du catalogue Maker avait dû de Technobel. Donc ici, voici une seconde édition qui reprend 20 fiches d'activités à mener en classe. Et ce sont pas des fiches formation, c'est pas des rythmes de cours, mais plutôt des fiches inspirantes pour explorer la nature. Avec le numérique, on a essayé de lui donner une couleur environnementale à ce catalogue. Et j'espère qu'il deviendra votre nouveau livre de chevet. On aura l'occasion, évidemment, d'en discuter tout le temps que vous voulez par la suite avec l'explorateur pédagogique bien connu, Anthony Jacques. Et toi, je remarque que tu n'as pas fait tomber le tien dans l'égout quand tu sortais de ta voiture. C'était un stress. Je me sens mal à l'aise d'avoir laissé tomber un truc maintenant. Merci. Je vous propose de passer maintenant à la question surprise. Alors, c'est maintenant une habitude dans le Technobel l'émission. En fin d'émission, on vous fait passer une tablette avec une petite vidéo, une photo, et on vous demande simplement de réagir à ce que vous avez présenté. Ici, donc, ce sont 2 photos. Vous pouvez swiper, comme on dit, et je suis curieux d'entendre vos réactions, tout simplement. Ah. Et alors, le swipe latéral, je pense, c'est évidemment la contrepartie pour Laurent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ceci? Vas-y. Ah ok, écoute, moi je pense que c'est 2 images qui représentent l'envie altruiste de 2 enseignants de montrer à d'autres ce qui peut être chouette et ce qui fait leur passion. Moi, je devrais le décrire ici vraiment comme ça, parce qu'en fait, autant toi que moi, il n'y a rien de commercial. Quand on publie, c'est vraiment juste du retour d'expérience. Et je crois que ces 2 images représentent aussi nos valeurs et qui on est. Voilà. Et j'espère garder la banane encore pendant des années en montrant ainsi ce qu'on fait dessus. C'est vrai que ces 2 pages Facebook, en tout cas, nous, on parcourt régulièrement et c'est aussi... ça rentre complètement dans la philosophie du partage et c'est ça qui est beau, le partage d'expérience, rassurer peut-être les enseignants qui ont peut-être un peu peur de se lancer dans des projets un peu différents. Oui, c'est ça, les échanges aussi, c'est partage et échange aussi. Quand on partage, enfin j'imagine que toi aussi, parfois partage d'une activité ou des choses comme ça. D'autres enseignants ont fait plus ou moins des choses similaires et on n'a pas toujours les mêmes réalités de classe et c'est parfois intéressant d'échanger pour voir ce qui s'est bien passé là-bas et ce qui s'est moins bien passé chez nous, parce que c'est la réalité du terrain aussi. Tout ne fonctionne pas toujours du premier coup, donc
faut C'est tester, intéressant. il faut se tromper pour apprendre aussi. Oui. Et des retours d'expérience, c'est toujours intéressant à prendre. Ouais. Et je ne sais pas toi, mais moi, la plus grosse satisfaction que j'en ai, tu vois, quand je publie quelque chose, c'est quand après il y a un enseignant ou bien un collègue qui envoie un message et qui dit «Ah, tu m'as donné une idée, j'ai fait pareil et regarde ce que ça donne». Alors là, enfin je sais pas, c'est un sentiment Une inexplicable. satisfaction. Ouais, se dire qu'à un moment il y a une autre classe dans une autre école qui a fait pareil parce que toi t'as proposé, et ça fait plaisir aux élèves. Enfin c'est cool quoi, c'est top. Ah ben l'aspect communauté et le partage encore une fois, et ça remet un peu aussi, tu l'as cité souvent, l'individu au centre de la chose. On n'applique pas simplement des procédures, on voit ce qui se fait, on adapte en fonction de nos réalités, et ces moments de partage et d'échange sont vraiment super importants et super beaux. En tout cas, moi je me fais peut-être porte-parole, alors que je ne suis pas enseignant, mais des autres enseignants. Merci de partager vos expériences dans les classes, et on ne peut qu'espérer que ça suscite des idées, comme tu le dis, et plein de projets pédagogiques. Moi, je peux te dire quelque chose, Boris. Ça, c'est un proverbe que j'ai entendu quelque part. On peut tous être un peu enseignants à notre manière. Voilà, je laisse ici méditer sur ces belles paroles. Moi, je pensais, parce que j'avais lu aussi dans la préparation un grand sage qui disait on peut tous réaliser de grandes choses. Il faut juste trouver la clé. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, cette personne ici a dû être inspirée. Voilà. Merci beaucoup et pour ce petit clin d'œil en plus. Merci beaucoup d'avoir été présent dans ce petit salon. On a passé ici, je vois au chrono, une petite demi-heure ensemble, riche en explications, passionnante. Et on espère aussi que vous, les enseignants qui nous regardez, serez inspirés pour mener de nouveaux projets dans vos classes. Et on vous dit tous à bientôt pour une nouvelle émission.